On a fait une introduction avec Jean-Pierre, avec Clarisse, ce matin. Et là maintenant, donc on va aborder donc les deux derniers panels. On a eu un panel formidable sur la question des liens entre la mode et les autres ce matin, avec la musique, le design, l'art, le cinéma, voilà. L'unité des arts, on va dire. Et donc l'idée, c'est d'avoir des panels autour de communautés, comme dit Clarisse, des communautés ouvertes. D'ailleurs, je sais pas ce que tu fais assise, là, viens. Et donc l'idée, c'est de traiter la communauté écologique. Mais vous savez, on est extrêmement impliqués, donc à la fédération, nos autres fédérations professionnelles également. Il y a tout un écosystème, et beaucoup avec le défi aussi, à travailler sur ces sujets. Il y a des gros sujets d'affaires publiques, il y a des gros sujets de base de données. Si on pourrait faire un séminaire ensemble sur la définition de la durabilité, on en a à peu près pour 6 mois, et on pourrait expliquer pourquoi on ne trouve pas la réponse. Mais l'idée là, c'est d'être vraiment autour de la création du savoir-faire, d'être au plus près non seulement de l'opérationnel, parce que l'opérationnel c'est la supply chain aussi, hein, c'est la production et la supply chain, mais le plus proche possible de la création dans l'esprit des rencontres d'hier. Et maintenant, il y a Clarisse, je ne savais pas du tout qu'elle allait dire un mot, mais je vais juste lui passer la parole maintenant. Et on est à fond avec vous, et merci d'être là, très, très présents, très, très nombreux. Comme je le disais, c'est retransmis maintenant en direct partout dans le monde. Donc il y a ce matin à 10h30, vous imaginez ce qu'était au Mexique. J'ai fait un petit hi, good to see you. So much courage to attend this conference today. It was like something at 2 a.m. So. Donc voilà. Et puis voilà. Donc bon, je suis impatient. Donc comme j'ai dit hier, je me suis hâté d'être bref. Et Clarisse, tiens, dis un mot. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais parler en tant que directrice générale du défi, donc qui soutient les rencontres, mais aussi directrice générale de l'IFTH, qui est votre centre technique et d'innovation, pour dire plusieurs choses. Comme je l'ai évoqué ce matin, tout d'abord, le sujet impact environnemental, environnement, ne doit pas être pris de façon expiatoire. Nous sommes coupables, etc., etc. C'est un sujet extrêmement fort, puissant, qui doit être traité de manière créative, ouverte, et j'allais dire avec tous les chakras ouverts. Et ça impose effectivement des sujets de créativité, de création. Quand on parle d'éco-conception, il y a de nouvelles idées qui peuvent émerger. Des sujets également de collaboration avec votre amont, vos confectionneurs, ceux qui fabriquent les tissus, parce que le plus gros impact environnemental provient de l'amont. Et là, il y a un gros problème, c'est qu'en général, les marques, les créateurs ont peu de connaissances techniques sur les matières, sur les process industriels. Donc c'est un peu difficile de diminuer un impact si vous ne savez pas où est-ce qu'il faut diminuer. Exemple, quand j'entends il suffit de changer des ampoules dans des magasins, ça va baisser le CO2. Oui, mais enfin, les problèmes, ils ne sont pas là. Hein. Je veux dire, ils ne sont absolument pas là. Les problèmes... Hein. Non, mais je veux dire, il faut d'abord attaquer les gros sujets, parce que sinon, on peut aussi, j'allais dire, vider la mer à la petite cuillère. On ne va pas y arriver. C'est les fibres, la façon dont, effectivement, les fibres synthétiques sont faites. C'est toutes les étapes d'ennoblissement. C'est les techniques de textile qui sont, effectivement, selon si elles sont bien faites ou pas, extrêmement impactantes. Et c'est une connaissance qui a été perdue au fil des ans à cause des délocalisations. Donc, tous ces sujets sont effectivement à aborder de façon très large et très innovante, en fait. Et j'allais dire, on va compter sur vous pour nous donner des idées, mais pas dans le côté flagellation. Dernier point que je voudrais indiquer, c'est d'imaginer dans vos activités qu'est-ce qui est durable par nature ou peut véritablement l'être de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire d'imaginer, de positionner vos business, vos activités, de vous faire une cartographie entre mes business durables, mes business non durables. De d'abord le penser stratégiquement. Voilà. Merci. Un dernier mot. Merci beaucoup, Clarisse. C'est important. Et c'est important aussi au niveau de
l'Institut français du centre technique, donc l'IFTH, l'Institut français du textile et d'habillement, l'Institut français du textile et d'habillement, et qui est extrêmement engagé de plus en plus sous ton impulsion. Moi, je voudrais vous dire aussi pour nous, donc à la Fédération, je vois les clubs, vous n'imaginez pas à quel point on est engagé sur ces sujets. Vous n'imaginez pas, donc je ne vais pas commenter, je fais juste ça, et je dis juste ça, et je voudrais juste, il va intervenir tout à l'heure, mais c'est un teaser, on a Simone Cipriani qui est avec nous, et qui est le responsable aux Nations Unies, le directeur des Nations Unies, notamment de tout ce qui concerne la mode textile, qui va intervenir dans le panel suivant, parce qu'il fait le lien, parce qu'il y a le lien entre tous les écosystèmes, mais qui est très impliqué dans ces projets et qui apporte un grand soutien. Également à la Caméra de la Moda, avec laquelle on a des liens proches, et donc synergiques, et aussi de plus en plus aussi avec à nos côtés. Voilà, je me tais maintenant. C'est toi qui... Attends, je crois que c'est toi qui prends la parole maintenant, j'ai compris. Là. Merci beaucoup, Pascal. Merci à tous. Effectivement, ces communautés écologiques, toujours en filigrane, la question de la création aussi, parce que c'est bien ça notre sujet. On a 2 créateurs aujourd'hui avec nous autour de la table, et c'est aussi bien ça le sujet, comment on fait converser tout le monde. On va commencer par un petit tour de table de présentation, c'est toujours plus sympathique, plus agréable de savoir qui est autour de la table. Cécile Gaume-Cuny, bonjour. Il y a 2 ans, vous avez créé un concept d'atelier de soins du vêtement innovant et éco-responsable. Ça s'appelle la Sirène. La Sirène ailleurs, magnifique. Tu nous en parleras tout à l'heure. En fait, juste, la Sirène, c'était le nom du premier bateau lavoir parisien au XVIIe siècle. Voilà la source d'inspiration. Voilà le début de l'histoire. Jeanne Friot est avec nous aussi. Bonjour. La marque éponyme a été lancée il y a 4 ans. C'est bien ça. Tu as habillé notamment Madonna, entre autres, Isia, Barbara Pravi, et puis bien sûr les JO. Alors là, gros saut dans la popularité. Oui. C'est ça, ça va, tu regrettes pas? Non, je crois pas. Bon, en tout cas, une créatrice engagée à pas mal de niveaux, tu nous raconteras ça tout à l'heure, et notamment sur les matières utilisées, parce que ça c'est un des sujets aussi qui vous rejoint les uns les autres. Annika Morstorfalt est également avec nous, bonjour. Bonjour. Global Sustainability Director chez Balenciaga, belle maison également du groupe Kering, on verra effectivement tout à l'heure. Peut-être un mot, c'est quoi les grands traits de la stratégie sustainable chez Balenciaga, parce qu'on a de la chance, c'est une des premières fois que tu t'exprimes en public. D'ailleurs, je suis très impressionnée d'être devant vous tous, en français. Mais cette stratégie, elle est dressée et par le directeur général et par le directeur créatif depuis un moment. Est-ce que tu peux nous l'exprimer en quelques mots? En quelques mots, c'est difficile, mais je vais essayer. C'est une stratégie qui se véhicule sur 3 piliers. Impact, produit et en fait on dit system change en anglais, mais je vais le traduire en transformation. Donc réduire notre impact négatif, augmenter notre impact positif, par exemple par l'agriculture régénérative, et mesurer notre impact produit, donc meilleure qualité que possible, aligné avec Standard Kering, égale sustainable, s'assurer qu'ils sont fabriqués dans les meilleures conditions et qu'ils sont traçables. Et dernier pilier, que je pense que c'est plus lié à ce thème, c'est transformation, mais la transformation se passe par la collaboration. Donc la collaboration avec un écosystème d'innovateurs, avec nos fournisseurs, un écosystème aussi de partenaires comme la Fédération, le Fashion Pact, les écoles, l'IFM aussi. Voilà, donc on ne peut pas faire tout ça tout seul dans son coin. C'est bien le sujet. Il faut collaborer avec pas mal de gens. C'est dont on va parler. Merci beaucoup. Kevin Germanier est avec nous. Alors pourquoi, première question, pourquoi quand on parle d'éco-responsabilité, il n'y a que des femmes? Voilà, je pose ça là. Merci Kevin donc d'être là avec nous. Avec plaisir. Donc, comme Jeanne, tu es passée par d'autres maisons avant de créer ta propre marque, c'était en 2018. Désormais, toi aussi, tu es passé par les JO. Et là aussi, waouh. J'aime bien parce que Daphné Burki parle de la tarte tatin, c'est ça C'est juste. Ouais. Ça. Pour le Golden Voyageur, on va en reparler dans un instant. Aussi de tout, comme Jeanne aussi, tu utilises beaucoup de rebuts, voire d'ordures.
puisque ça, je reprends ton mot, hein, Absolument. pour créer aujourd'hui. Isabelle Lefort est avec nous également. Paris Good Fashion 2019. C'est toi qui fais du bruit comme ça? Oui, non, c'est un bon teasing. Oui, c'est une façon d'entrer en scène. Paris Good Fashion, très important, presque plus d'une centaine d'acteurs du secteur désormais réunis pour faire de Paris une capitale exemplaire de la mode d'ici 2030. Hein, je reprends ta dernière intervention, une cinquantaine d'initiatives déjà. Et puis une nouvelle présidente. Sylvie Ebel. Encore une femme. Encore une femme. On est très femmes, oui. Ici présente. Et je rappelle aussi que tu es responsable RSE du comité stratégique de filière. J'ai eu le bonheur d'être élue en juin dernier, effectivement. Mode et luxe, ça aussi important dans ces fameux écosystèmes. Justement, Isabelle, puisque tu as le micro, quand on a préparé cette table ronde, tu m'as dit c'est vrai qu'aujourd'hui se pose la question justement de cette relation entre création, innovation durable et comment on continue à avancer avec ces écosystèmes. Tous ensemble, tu me dis finalement on est à un tournant. Il y a eu plusieurs phases pour la place de l'éco-responsabilité chez les marques, dans les groupes. Et aujourd'hui, on est un petit peu à un tournant. Alors nous, on est né véritablement en janvier 2019 et on a travaillé dès 2018 à la création de Paris Good Fashion, qui est une association loi 1901, etc., plus de 110 membres. Mais il y a 5 ans, peu d'acteurs étaient vraiment très engagés sur la question du développement durable. Un groupe comme Kering, bien évidemment, avait déjà adopté cette position chez LVMH, mais ils n'en parlaient pas. Et pour beaucoup, alors bien évidemment, il y avait déjà quelques acteurs, mais l'essentiel des entreprises n'était pas engagé dessus. Depuis 5 ans, c'est le cas. Donc ça avance très vite, mais ça avance pas suffisamment vite. Et le législateur s'est emparé du sujet. Et nous avons désormais un sujet qui est très juridique et très financier. Ce qui fait qu'il a perdu en partie, avec des grands débats, des grands questionnements type affichage environnemental, le PEF, REACH, enfin on a énormément d'acronymes extrêmement sympathiques et très complexes, mais toujours est-il que les directeurs RSE sont devenus aujourd'hui des gens qui travaillent essentiellement pour beaucoup avec les directeurs juridiques, etc. Et en fait, on perd une certaine réalité de terrain. Et également, là où le bas blesse, c'est que les consommateurs, on a du mal à faire une grande transformation auprès du grand public. Bien évidemment, il y a des personnes qui sont convaincues, et tant mieux, mais on ne peut pas dire que la majorité des consommateurs soient totalement engagés autour de cela. Et pour y arriver, je pense qu'il faut revenir à l'essence de la mode, qui est la création, qui est la beauté. Nous sommes là pour créer de la beauté, nous sommes là pour faire du bien. Et à partir de là, on ne peut pas, nous, enfin, au niveau des experts de la RSE, s'en sortir. Si on ne travaille pas avec la création, c'est impossible. Donc, on en a parlé avec Pascal cet été, c'est comme ça que Pascal a eu l'idée que je participe. Il nous faut renouer avec la création qui fait du bien. La mode, c'est le beau, c'est la bonté. La bonté, c'est faire du bien aux autres, c'est faire du bien aux individus, mais faire du bien à la planète. Si la mode est là pour détruire la planète, alors on va à l'encontre de la mode et on se tire une balle dans le pied. Donc c'est un peu ça le propos, et je pense que c'est extrêmement intéressant, et on en parlait à midi tous les 3, enfin tous les 4. Je pense que ta démarche, par exemple, typiquement, elle dépasse tous les problèmes juridiques, mais elle est fondamentalement inscrite dans le développement durable, et sans le dire. Et c'est quelque part ça qui m'anime aujourd'hui. Annika, est-ce que tu partages cette analyse d'Isabelle sur comment toi tu te places justement à l'intérieur du groupe et de la marque en particulier Balenciaga, et du coup dans tes rapports avec le studio créatif? J'espère que je ne suis pas déconnectée d'une réalité, mais dans mon rôle, en fait, il faut être un couteau suisse tous les jours, être en bonne relation avec tout le monde. Donc, mon but, c'est que mon équipe de développement durable, ils vont travailler avec l'ensemble des départements dans l'entreprise, et plus particulièrement avec le studio. Mais ce qui se passe dans le studio, en tout cas chez nous, c'est qu'on a des équipes qui sont intéressés, très engagés, parce qu'ils voient que le monde change, et c'est une inspiration en soi. Donc ils font, l'équipe par exemple, qui font la recherche des matières, et je recherche en majorité des matières responsables déjà. C'est assez naturel, donc
plupart des matières qui sont proposées à nos designers, c'est déjà des matières, on va dire, responsables. Et puis, on collabore pour s'assurer que c'est dans les standards Kering et tout ça. Après, on a, c'est justement cette relation avec le studio, on a aussi des designers qui vont travailler sur un brief précis ou un projet précis. Donc, ils ont une idée en tête et ils n'arrivent pas vraiment à le réaliser. Donc, ils viennent nous voir, cherchent, je ne sais pas, une alternative au cuir avec des picotives. Donc, on va aller chercher d'abord chez les fournisseurs existants. Et voilà, voir s'ils peuvent faire, ou dans l'écosystème des innovateurs. Mais c'est tout le temps en collaboration, souvent avec nous, avec le design, avec un innovateur ou des innovateurs ou un fournisseur. Donc ça se fait, et en parallèle, on met pas mal de temps aussi pour former nos équipes, parce que on fait partie du groupe Kering, et en faisant partie, nous avons un cadre bien défini qui nous aide. C'est pas des limites, mais ça nous aide de définir qu'est-ce que c'est du développement durable, qu'est-ce que c'est une matière responsable ou des process chez nous. Donc ça, c'est plusieurs documents, je ne sais pas, des centaines de pages. Donc ça, c'est notre Bible. Et on transmet ces compétences-là au studio, au développement et à production. Donc du coup, finalement, la proposition durable, elle peut venir ou du studio de création ou de chez vous? Oui, en fait, elle est déjà partie assez naturellement dans le studio de création. C'est pas, j'ai pas beaucoup, pardon, le français. J'ai pas beaucoup de besoin de convaincre, ce qui est bien. Et plus, il faut que j'investisse du temps à trouver des solutions. Mais ils sont très bonnes aussi. Enfin, ils se débrouillent très très bien, hein. Déjà sans moi. Mais il y a une vraie volonté, et même, Demna, il le dit lui-même, que ces matières-là, ça peut être aussi une source d'inspiration. Et parfois, on peut même trouver là. Souvent, on fait les silhouettes, et puis les attributions des matières, les créas dans la salle, vous savez comment ça marche. Mais ces matières-là, en fait, c'est souvent pas les substitutions d'une matière existante, c'est des nouvelles matières. Et du coup, la création peut même partir de la matière, et on fait quelque chose autour de ça. Donc ça, c'est intéressant. C'est ça, parce qu'à un moment donné, ça a pu être vu, ou ça peut être vu pour certains comme une contrainte, ces nouvelles matières, ces récupérations, etc. Jeanne et Kevin, je vais commencer par Jeanne. Vous, c'est le début de votre histoire. Vous dites, moi, je n'utilise que des matières qui ont déjà été, ou pratiquement que des matières qui ont déjà été utilisées. Je leur donne une deuxième vie, que ce soit des stocks dormants, que ce soit des choses existantes, comme les fameuses ceintures. Jeanne? Oui, complètement. Moi, je viens de chez toi, donc, donc j'ai vu les process, et même en venant de l'IFM, on parlait déjà de produire différemment, de qu'est-ce que c'est que l'upcycling, et de trouver des nouvelles solutions au cuir, à d'autres matières, à la fourrure, etc. Et chez Kering, moi, il y avait toutes ces recherches qui commençaient déjà autour de comment on peut faire différemment, et aussi beaucoup de prospection, donc c'était assez inspirant. Et le pilier de la marque, c'était pour moi vraiment d'utiliser déjà ce qui était là et qu'on n'utilisait pas, donc des stocks dormants. On travaille avec Nona Source comme Kevin. On fait beaucoup d'upcycling, donc ça prend du temps. C'est du temps qui est coûteux pour l'équipe, c'est du temps qui donne un prix aux vêtements à la fin. Donc c'est tout un process qui est très différent de ce qu'on fait habituellement, mais je pense vers lequel on va de plus en plus. Et c'est des nouveaux métiers aussi, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que faire du sourcing de ceinture vintage, et moi la ceinture c'est un élément qu'on retrouve un peu partout dans les collections. Ça prend beaucoup de temps, c'est des contrôles qualité, voilà, c'est assez démentiel, mais je trouve ça hyper intéressant de le considérer comme ça, de considérer la mode comme ça, de considérer qu'on peut tout faire en interne, et aussi de pouvoir expliquer au consommateur final comment le produit a été fait et pourquoi est-ce qu'il coûte ce prix-là, et la rareté aussi du produit, du vêtement à la fin. J'ai une question. Quand on est jeune créateur, qu'on fait de l'upcycling, donc on utilise des choses qui ont déjà été réalisées, déjà utilisées, même si parfois on détricote, on retricote, on en fait plein de choses. Est-ce que c'est plus cher d'aller chercher, je connais la réponse, mais d'aller chercher une véritable matière innovante, ou est-ce que par le biais de Nona Source, vous commencez peut-être à profiter de ces vraies matières innovantes, durables?
non, j'allais te dire en tant que Suisse, je reste neutre sur les questions d'argent. Donc Jeanne, je te laisse répondre. Oui, c'est plus cher, évidemment. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, c'est plus cher, oui, ça prend plus de temps, mais au final, ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui donne du cachet aux vêtements et à la manière dont on crée, autant Kevin que moi, je pense. Et c'est aussi pour ça qu'on a envie de consommer différemment et que ça donne à nos entités, à nos marques, à nos visions créatives des manières uniques de penser et puis uniques de se vêtir. Et donc ça fait le fil avec ce matin, c'est faire communauté aussi avec la marque qu'on propose, quoi. On crée des vraies communautés de gens qui viennent et qui reviennent parce qu'on travaille de cette façon-là, que ça soit sur l'upcycling ou que ça soit à travers des valeurs qu'on communique et sur lesquelles on tient les bases et les fondements de nos marques et nos ADN. On reviendra effectivement sur cette notion d'écosystème, de communauté très importante qui va jusqu'au bout. Kevin, je disais en te citant dans un article récent, tu disais utiliser des ordures et c'est comme Jeanne, quoi. C'est l'ADN. Tu es parti pour Germanie comme ça et ce sera jusqu'à aujourd'hui pas autrement. Bah, j'allais pas répondre la même chose, donc peut-être j'aurais dû répondre quand c'était mon tour. Moi, c'est moins cher, justement, parce que j'utilise des déchets. J'adore ce mot déchet, ordure, parce qu'au final, la matière première, et tu en parlais avant, peut aussi être l'inspiration. En fait, quand tu racontes ton histoire, pour moi, c'est la réalité pour Jeanne aussi. Je choisis jamais rien. J'aime bien qu'on me l'impose. La raison pour laquelle chez Germanier il y a plein de couleurs ou il y a plein de différentes matières, c'est parce que j'ai pas assez d'une seule matière pour faire toute la robe, par exemple en perles roses. Donc je mélange toutes les perles que j'ai. C'est évidemment beaucoup de talent et d'organisation, mais bon bref ça. Non, je dis ça avec le sourire parce que je trouve que on est arrivé aussi à un moment où le designer créateur c'est que 5% de notre travail. Et en fait, un des gros travaux qu'un chef d'entreprise jeune qui a sa marque fait, c'est le sourcing. Et de nos jours, moi, je me vois mal créer. Mais mettre là à vous parler de ce qu'on fait, pour moi, c'est juste la réalité. Je ne suis pas en train de faire quelque chose d'incroyable, je suis juste en train de faire quelque chose de juste. Et je le dis toujours, on n'a pas inventé l'upcycling. Ma grand-mère, elle avait une seule jupe. Je crois que je l'ai raconté la dernière fois que j'étais ailleurs. Mais tu veux que je sorte ma mère ou ma grand-mère? Je pense pas tous là. Vas-y, parle-nous de ta grand-mère. Bah, je sors une nouvelle anecdote. Quand j'étais petit et que je faisais du vélo, j'étais assez maladroit, je tombais. Ma mère n'allait pas chez H&M m'acheter un nouveau pantalon. Elle me mettait un patch Schtroumpf. Et voilà, donc ma mère était une upcycler. Ou upcycliste, je vous laisse décider. Mais voilà, on n'a rien inventé, on reprend pour moi juste une façon de créer qui est juste et authentique. Et finalement, ce temps du sourcing et ces contraintes du sourcing, tu me disais, ça replace, Jeanne, l'idée de luxe au centre. Oui, complètement. Je pense que j'aime bien parler de rareté parce que moi, j'explique à mes clients et mes clientes que ils seront les seuls à avoir ce vêtement-là dans cette façon-là, avec ce détail et cet accessoire incorporé, que ce soit du cuir ou du métal. Donc ça veut dire passer plus de temps, ça veut dire faire plus attention aux détails, ça veut dire en fait tout simplement prendre le temps de faire les choses bien. Et donc pour moi c'est le sens du luxe. Et le sens du luxe c'est aussi une idée de fait pour soi, fait sur mesure. Et je pense que ça replace en fait les vraies questions du vêtement, de sa valeur, de comment c'est composé, de pourquoi c'est fait comme ça, comme point principal de création et de produit fini. Moi, c'est comme Kevin, c'est mes grands-mères qui m'ont amenée aux vêtements. Et la première chose que mes grands-mères faisaient, c'était me montrer les boutiques, me montrer comment ça fonctionne à l'intérieur, et puis après me ramener aux vêtements et montrer l'intérieur d'un vêtement et dire ce vêtement-là, il est bien fait parce que regarde, c'est fait avec ce fil comme ça, c'est invisible. Quand tu prends le manteau, t'enlèves la doublure, c'est aussi beau que l'extérieur. Et je pense que c'est ça profondément, oui, le but du luxe et ce que ça veut dire pour nous aussi qui le portons et qui le sachons. Et ramener, comme tu dis, et ce que tu me disais Kevin aussi, c'est savoir faire d'une chemise guérissol aussi beau que du Le Marié, parce que c'est remettre aussi le savoir-faire du créateur au centre. Je deviens, vous avez compris, je suis suisse à la base, je deviens un peu plus parisien et cassant. J'en ai un peu marre du bullshit de
On utilise beaucoup de polyester chez Germanier. On en parlait à la table avant, quand on mangeait, parce qu'en fait, soit c'est brûlé, pour avoir vu aussi ce polyester, on en a parlé nous aussi au téléphone, on parle beaucoup, hein. On prépare bien nos sessions, que c'est très facile de faire du beau avec quelque chose de déjà très beau. Si on me donne de l'organza, de soie, de chez Nona, je sais que voilà, ça va être très beau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous me donnez la chose la plus... je veux pas dire moche parce que oui, c'est voilà la notion de beauté, mais la plus endommagée, mais celle qui vous tient à cœur. Et en fait, si j'arrive à vous faire avoir un nouveau point de vue sur une pièce que vous adorez, là, mon job de designer est réussi. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et voilà, j'aime bien me compliquer la tâche, mais bon, je dis toujours, si on se limite au temps et à l'argent, on n'accomplit rien. Donc voilà. Annika, qu'est-ce qu'on parvient à faire quand ce dialogue s'intègre parfaitement entre les matériaux que vous proposez, le studio créatif, et quand tout est aligné, qu'est-ce qu'on parvient à faire? Est-ce que tu as un exemple? C'est pas parfait. Hein. Non. Personne n'est parfait, on sera jamais parfait, mais c'est bien avancé. Si je parle, en fait, on travaille on a deux approches, parce que moi je travaille longtemps dans le digital, j'aime bien les chiffres, donc on mesure tout ce qu'on fait avec la méthode IPNL de Kering. Donc dans mon équipe, on travaille sur les vrais projets qui donnent de l'impact, où on mesure l'impact de telle et telle matière, et sur ces matières-là, on essaie constamment de les améliorer, tout ça, mais ça peut être les fibres qui... Donc, en fait, on va juste remplacer un fibre, mais c'est pas très visible en fait pour le design. Donc on travaille, et puis avec nos fournisseurs très proches sur les process et tout. Donc ça c'est une chose. Et après on a des matières, des process plus, on va dire, innovants, où on travaille avec des innovateurs, des startups et tout ça. Et c'est sur ces projets-là où on considère aussi qu'il y a une opportunité peut-être de communication. Et par exemple, nous avons pour hiver 2022, nous avons travaillé avec un start-up italien qui s'appelle Squim. On a fait un manteau en mycélium, une matière qui s'appelle Effia. L'année dernière, pour été 24, on a travaillé sur une matière qui est faite avec des nanocellulose fermentée, aussi une autre alternative au cuir, un grand manteau qui a fait le défilé il y a 1 an. Et avec, donc le nom, c'est une start-up américano-turque qui s'appelle Gozen, et la matière s'appelle Uniform. Et là, récemment, nous avons sorti des sneakers, donc un de nos best-sellers sneakers, un modèle qui s'appelle Triple S, mais on a remplacé la partie upper, qui est normalement de polyester recyclé. On l'a remplacé par une toile faite en déchets du bananier. Donc la matière s'appelle Bananatex. Donc c'est des produits qui ont été proposés à nos clients en boutique. Pas de très grande échelle, mais ils ont été proposés. Et puis c'est important aussi de donner la visibilité à ces matières-là. Et on a d'autres projets dans le pipe que j'espère qu'il va sortir. Il y en a beaucoup qui ne sortent pas. Et c'est le challenge, mais il faut tout le temps proposer de nouvelles choses. Il faut pas mal tester énormément. Alors l'impact, on a vu, il est dans l'utilisation des matériaux, mais il est aussi jusqu'à la fin de vie du vêtement. On a beaucoup parlé du côté de la fast fashion de tous les rebuts. Donc pour faire durer les vêtements, il y a aussi des initiatives qui sont lancées. Cécile, c'est le cas de la sirène. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse justement de cette idée-là ? Déjà, je vous remercie de m'avoir invité pour discuter de ce sujet de l'entretien des vêtements dont on parle rarement, alors que c'est un sujet universel. Il me semble qu'on nettoie tous nos vêtements. Et en 2021, j'ai fait le constat j'ai lu dans une revue, c'est ce qui m'a fait un déclic, que l'entretien des vêtements représentait plus de 50% de son impact environnemental. Et ensuite, donc ça m'a interpellée, et effectivement, en étudiant la question, j'ai vu que les techniques de nettoyage, notamment les techniques de nettoyage à sec, sont très polluantes. C'est pour ça qu'en 2022, le perchloéthylène, qui est ce solvant toxique qui donnait cette mauvaise odeur au pressing, à l'époque, qui vous prenait aux tripes quand on rentrait dans les pressings. Donc ça a été interdit en France en janvier 2022, mais ça reste le solvant le plus répandu au monde.
Et le troisième constat que j'ai fait qui m'a interpellée, c'est que je pense que les gens ont un lien émotionnel très fort avec leurs vêtements, qui est un peu leur Madeleine de Proust. Je pense que parfois, on tient à nos vêtements comme à la prunelle de nos yeux, et qu'on a tellement peur de les abîmer ou de les tacher, et peut-être qu'on a peur aussi de les confier à un pressing, qu'on les laisse au placard. Et certaines études disent que les Françaises n'utilisent que 30% de leur garde-robe. Ça veut dire qu'il y a 70% donc, des vêtements qu'on achète qu'on ne porte pas. Alors que quand même, le but des maisons de mode, c'est que les vêtements restent vivants et qu'ils sortent du placard, quoi, qu'ils ne deviennent pas des pièces de musée. Donc, forte de ces constats, j'ai fait des recherches et j'ai réalisé que le percloéthylène, malheureusement, a été remplacé la plupart du temps en France par des hydrocarbures. Donc, qui dit hydrocarbures dit pétrole, donc pas très écolo. Donc, je me suis dit, oulala, c'est pas génial. Ça reste quand même très polluant. Et donc, j'ai été voir ce qui se passait dans les pays où le percloéthylène avait été interdit il y a très longtemps. Donc, à savoir en Californie et au Danemark. C'est les deux seules zones où le percloéthylène est interdit, ce qui est dramatique. Et là, j'ai découvert une technique qui est très éco-responsable, à base de gaz liquéfié sous pression, mais j'en parlerai tout à l'heure, qui m'a beaucoup intéressée, et donc que j'ai fait venir en France, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et ma troisième révélation, c'est que je me suis aussi rendu compte que cet art de l'entretien du vêtement, du nettoyage, du détachage, c'est vraiment un savoir-faire français. C'est pour ça que les bateaux lavoirs, ça remonte au XVIIe siècle. Les lavandières, il y en avait 100 000 à Paris au XIXe siècle. Donc on a un vrai savoir-faire, mais c'est un savoir-faire en voie de disparition qui n'est pas du tout valorisé. Il n'y a plus trop d'écoles qui l'enseignent. Je veux dire, plus aucun jeune veut être repasseur. Donc il y a plein de femmes très talentueuses qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacées. Donc c'est aussi ce métier de l'ombre qui est pourtant un métier essentiel à la vitalité de la mode, à qui j'ai voulu redonner ses lettres de noblesse. Et c'est un peu tout ça, toute cette histoire, qui m'a menée à créer cette sirène, parce que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à inventer qui n'existait pas. Je pense qu'aller au pressing, c'est pas une partie de plaisir, et moi j'ai voulu que ce soit une partie de plaisir. Voilà. Et pour les vêtements aussi, parce qu'effectivement, avec le développement de la seconde main, de l'upcycling, j'imagine, on passe par ces étapes-là, forcément. On retombe sur une autre préciosité aussi des matières, surtout quand on veut les réutiliser. Et ça fait partie de cet écosystème jusqu'à la fin de l'existence du vêtement. À propos d'écosystème, Annika, tu nous partageais tout à l'heure l'importance d'être dans le groupe Kering aussi pour pouvoir avancer dans tes différents sujets. Au-delà du cadre qu'il te donne, tu nous parlais, tout ça était assez précis et normé, ça donne une impulsion aussi, j'imagine, et l'accès à pas mal de choses. Oui, non, mais on a énormément de chance de faire partie du groupe parce que déjà, c'est l'équipe centrale, c'est une équipe de 50 personnes, de 50 experts sur lesquels on se repose énormément pour différentes questions assez techniques, on va dire. Il y a aussi l'entité sur l'innovation qui s'appelle MIL, Material Innovation Lab, avec lequel on collabore vraiment beaucoup. Voilà Ricardo qui vient de MIL. Quelle entrée magnifique. Qui vient d'arriver, je parle de toi. On travaille vraiment ensemble aussi sur la partie, l'équipe qui s'occupe de la supply chain, aussi pour développer de nouveaux processus auprès de suppliers. Mais après, on travaille évidemment en direct avec nos fournisseurs parce qu'on a des idées très précises. On a envie de développer, d'aller plus loin, de changer, de pousser. Donc, on peut aller assez en profondeur.
et avec beaucoup d'innovateurs, du coup, de startups. Soit on va les trouver, soit ils nous trouvent. On en rencontre beaucoup. Et dans ces rencontres aussi, que ce soit Fashion for Good, Sustainable Angle, Biofabricate, il y a beaucoup de moments aussi d'être inspiré, de trouver de nouvelles solutions tout le temps. Hein. Donc, il y en a d'autres, hein, je ne les mentionne pas tous, mais c'est vrai que faire partie du groupe Kering aussi, ça nous aide. Ou en tout cas d'être dans l'écosystème du groupe, comme toi Kevin avec LVMH. On parle de Prélude ? Oui, Prélude, qui est une collection qui a été présentée en décembre 2023, qui est la première fois le groupe LVMH. Tout va bien, hein, on s'entend bien, au cas où je vois que vous... Voilà. Qui a été une initiative qu'on a lancée avec Alexandre Capelli, donc du groupe, qu'on a parlé en toute franchise sur une terrasse parisienne, au Sincère, donc une idée qui est née il y a 4 ans. Et notre idée, c'était de l'upcycling, de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les produits invendus ou dormants de toutes les marques du groupe LVMH. Donc c'est pas que une seule, c'est pas que Dior qui va faire de l'upcycling ou que Céline, c'est vraiment on les prend tous et on fait de l'upcycling. Un peu une idée folle, mais qui a vu le jour justement en décembre 2023, que nous avons représenté il y a une semaine et demie. C'est tout frais, hein ? Oui, voilà. Et en fait, cette idée avec Prélude, c'était d'abord de montrer que c'est possible de faire de l'upcycling de luxe. On a encore, comme vous, des soucis avec le mot upcycling parce que, voilà, nous, on sait ce que ça veut dire, mais le but, c'était vraiment de montrer que quand on travaille dans un groupe, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de facilité, je pense, parce qu'on a des accès à des experts et vraiment des artisans, des personnes incroyables qu'on apprend. Hein. Je veux dire, moi, j'apprends énormément des gens. J'arrive jamais en disant je vais tout changer, je suis le génie de l'upcycling. Au contraire, je pense que c'est vraiment les gens qui m'instruisent le plus. Par contre, on a énormément de contraintes. Et je le dis ça avec le sourire parce que j'aime bien aussi casser un peu, voilà, et j'ai envie de garder mon job. Mais le but, c'est de savoir que tout prend du temps. Beaucoup plus de temps, parce que si c'est Germania qui change, on est une équipe à Paris, on est seulement 5. Mes tricoteuses, en Suisse, notamment avec ma grand-maman, sont une vingtaine, mais ça reste quelque chose de facile à gérer. Là, on doit gérer différentes maisons d'un groupe. Il y en a 7 là, hein, qui ont joué le jeu. Là, il y en a 7 qui ont joué le jeu, donc ça veut dire 7 fois plus de légal, 7 fois plus de gens autour d'une table, donc des meetings très intéressants et très enrichissants. Merci beaucoup. En tout cas, cet écosystème, vous l'avez créé vous-même à votre niveau, Jeanne. Et quand tu t'engages à dire, bon, non seulement je fais de l'upcycling, mais en plus mes artisans, je les connais, je continue coûte que coûte, et je sais qu'il t'en coûte, de créer à Paris, de fabriquer, pardon, oui. Créer à Paris, ça c'est sûr, mais de fabriquer, de faire produire à Paris. C'est justement pour garder cet écosystème qui fait que ça va avancer dans le sens que tu t'es donné, quoi. Oui, moi c'était hyper important pour moi de garder le Made in France et de faire travailler l'artisanat français. Donc je me bats depuis 2020 pour ne pas bouger. Et ça coûte du temps, de l'argent, du sommeil. Mais j'aime profondément le contact humain dans ce milieu. Je pense que, comme toi, c'est des rencontres qui changent ta façon de travailler, des manières de faire, et puis surtout de rencontrer des gens qui ont des savoir-faire qu'on n'a pas et qui peuvent nous apporter leur expertise et leur année d'expérience. Donc ça, c'est très précieux. Et puis moi, je travaille avec des passionnés que je peux aller voir en vélo, où je peux avoir plusieurs interactions par semaine, par journée avec eux. La matière devant les yeux, le montage devant les yeux, c'est vraiment très différent. Et du coup, ça crée un lien différent et ça crée un produit qui est... Enfin, un cycle sur le produit qui est très court et très proche, et c'est ça que je chéris et que je veux absolument garder. Et c'est des gens qui ont monté et aidé pas mal de sociétés françaises et de jeunes marques qui aujourd'hui sont reconnues à un moment de leur carrière qui était aussi un début, et les ont poussés. Donc ils et elles sont hyper précieux, et j'ai vraiment envie de pouvoir continuer à travailler comme ça. Parce qu'ils ont leur mot à dire aussi sur la création grâce à leur savoir-faire.
Non, mais d'une certaine façon, oui. Ah. Non, bien sûr que non, mais après, moi, il y a la création et il y a le produit fini, et je m'appuie vraiment. J'ai appelé Robert Mercier pour faire une partie du costume de la cavalière, parce que il a une technique du cuir que j'aurais jamais sans lui, et il va pouvoir me dire ça oui, ça non. Il va pouvoir amener le projet dans un autre état de produit fini que j'aurais pu l'imaginer ou le faire seul, mais parce qu'il n'y a que Robert qui a cette technique incroyable d'artisanat sur le cuir en France, quoi. Donc ces gens-là sont ultra précieux, il faut pouvoir, nous en tant que jeunes créateurs, aller les chercher, il faut pouvoir les payer. Enfin, on a très peu souvent l'occasion ou la chance ou les moyens, contrairement à d'autres grosses maisons, grosses structures, de pouvoir avoir ces échanges-là. Donc oui, d'une certaine manière, ça change la création, ou alors ça change le produit fini dans la production de la finalité de la vie du produit quand il est sur le consommateur. Et en tout cas, c'est ce qui crée votre écosystème et qui fait la force aussi de vos marques. Kevin, un peu plus compliqué d'aller en vélo voir tous tes fournisseurs, parce qu'il y a donc la Suisse avec la grand-mère, donc une vingtaine de personnes, mais il y a aussi les Philippines et le Brésil. Oui, les Philippines, c'est parce que je ne veux pas trop parler et vous prendre trop de temps, je fais la version courte. Aux Philippines, c'est mon ancien boss, qui était un homme très riche, qui a comme cadeau de Noël offert à sa femme qui venait des Philippines une usine à Sac, parce qu'elle aimait faire des broderies. Malheureusement, elle a eu un cancer il y a 3 ans, et c'est lui qui m'a appelé pour me demander s'il pouvait faire quelque chose pour Germanier. Et le Brésil, c'est Gustavo Silvestre, qui est un artiste et un génie du crochet, qui fait tous mes tricots directement avec des prisonniers brésiliens. Comme ça, on parlait aussi durant le lunch, qui est-ce qui fait ma production et à qui est-ce que je donne mon argent. Donc je donne mon argent à ces Brésiliens et ces prisonniers, que j'aime pas appeler prisonniers, mais c'est juste pour, voilà, parce que je dois la faire court. Et que comme ça, quand ils sortent de la prison, ils ont déjà quelque chose pour commencer sur des bonnes bases. Et la plupart du temps, ils deviennent employés de Gustavo. Du coup, je trouve ça... on parle de communauté et c'est hyper important. Mais d'ailleurs, quand je t'ai demandé, mais vous êtes combien chez Germanier, tu m'as dit tout de suite, on est 50. Je dis, ah bon, 50 déjà? Bah non, oui, on est 5 à Paris, et puis les 20 en Suisse, et puis tous les autres. Tu estimes que tout ça fait partie tous ces gens font partie de Germanier? Pour moi, oui. Dès qu'on met une perle chez Germanier, on fait partie de l'équipe. Je pense que aussi c'est ce cliché du designer. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, qu'en fait, le truc de l'ego déjà, on est 2 designers sur ce panel, on se regarde, on s'écoute. Enfin, il faut arrêter ce truc de genre, c'est nous, on est tout seul. Et voilà, je reprends la métaphore de mon père, que j'aime beaucoup. Le bateau, le fameux bateau. Je suis un capitaine du bateau, mais sans mon équipage, le bateau va nulle part. Donc voilà. Joli, très joli. Tu as toujours des jolies formules, Kevin. Et justement, pour filer la métaphore, je le disais, cet écosystème, c'est cette communauté. La sirène s'inscrit aussi là-dedans. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure, Cécile. C'est le bout de l'histoire, hein, finalement. En fait, nous, on travaille pour une clientèle de particuliers, donc, qui peuvent venir au 11 rue du Faux, c'est là où est notre boutique, et bien sûr pour les entreprises. Et donc, on travaille pour des musées, des palaces et des grandes maisons de mode pour leur SAV, leurs prototypes. En fait, il y a énormément de besoins de nettoyage. Et en fait, je pense que notre expertise, c'est vraiment de pouvoir mettre au point, enfin de prendre le temps de mettre au point des traitements sur mesure pour les pièces les plus sophistiquées, ce dont tu parlais, des empiècements de cuir, etc. Tout ça, c'est très compliqué à nettoyer. Les plumes. Ouais, les plumes, les broderies, les sequins. Il faut que tu viennes me voir, c'est notre spécialité. Non, c'est vraiment notre cœur d'expertise. Et tu parlais de durabilité. En fait, la technique qu'on a au point et nos méthodes nous permettent vraiment de faire durer les vêtements, de les rendre pérennes pour que voilà, les gens, puis les sortir du placard. Moi, c'est mon grand créneau, ça c'est vraiment credo. C'est que c'est de rendre les vêtements vivants. Comme vous disiez ce matin, la mode c'est la vie. Moi, ma mission, c'est que les vêtements soient portés. Il ne suffit pas de les créer, il faut les porter.
et vous voulez pas que vos pièces terminent comme des pièces de musée. Donc voilà, c'est en ça qu'on essaie de contribuer à la vitalité de la mode. Ou alors qu'elles en gardent l'éclat. Un mot sur la technologie que tu utilises. Oui, donc cette technologie, en fait, c'est une combinaison de 2 technologies. Donc cette fameuse technologie que j'ai découverte en Californie et au Danemark, c'est une technologie à base de gaz liquéfié sous pression. Donc où le gaz, qui est un gaz alimentaire, enfin le gaz du Coca-Cola, quoi, va sous une température froide et sous pression se transformer en agent nettoyant et donc pénétrer les fibres pour désodoriser, donc c'est super pour les odeurs, et détacher, tout en étant, puisque c'est un gaz, très doux. Donc c'est pour ça que ça marche avec les matières très sophistiquées. Et que ça fait, c'est pas du tout abrasif, quoi. Ça rend les vêtements. Et la magie de cette technique, et c'est pour ça que j'ai créé cette entreprise autour de ça, c'est qu'elle va redonner l'éclat originel de la pièce. Donc on travaille avec beaucoup de maisons de vintage. Et quand on présente une pièce qui a 20, 30 ans, une pièce d'archive ou une pièce de musée, on va réussir à lui redonner son aspect de départ. Donc on a cette technique et on a aussi une technique à base d'eau. Donc ça, c'est plus répandu. C'est une technique d'aquaclean qui marche très bien pour des pièces plus simples comme la maille, le coton, le denim. Donc c'est la combinaison de ces 2 techniques qui pour nous est la meilleure formule et qui, on a fait un ACV, c'est vraiment en tout cas les solutions les plus éco-responsables qui existent. Donc on est super content pour ça. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ces techniques ? Non, et c'est accompagné effectivement d'autres engagements éco-responsables. C'est-à-dire que quand on est éco-responsable, on essaie de l'être jusqu'au bout avec un travail sur les housses et sur les cintres également. Ouais. Bah, l'idée, c'était effectivement, on n'allait pas bien nettoyer un vêtement puis après le mettre sous une housse plastique. Donc là, pareil, on a cherché des alternatives aux cintres en métal qui bouchent les systèmes de recyclage. Donc là, on a des cintres en papier recyclé. On ne voulait pas donc de gaine plastique, donc on a fait des housses, pareil, dans un atelier de réinsertion professionnelle à base de chutes de tissus recyclés, etc. Et un système de consigne, voilà, pour que ce soit circulaire et qu'on n'utilise pas de plastique. Et puis, pareil, on livre à vélo, parce qu'on a aussi un système de pick-up et de livraison à domicile. Bon, parfois en voiture électrique quand il pleut et qu'on ne peut pas rouler. Mais voilà, on essaie de penser à l'éco-responsabilité de A à Z, en fait. C'est vraiment le sujet. Les cintres, c'était un de tes sujets aussi, Isabelle. Hein, je me souviens des combats chez Paris Good Fashion. Ouais, ça reste un des sujets. On souriait tout à l'heure quand Kevin disait à Jeanne, bah voilà, on est 2 créateurs et pourtant on se parle et on échange souvent même, etc. Et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion avec Nathalie Delandam en se disant à table, justement, qu'est-ce qu'on a parlé durant ce lunch, que les choses avaient pas mal changé et qu'aujourd'hui on a des générations de créateurs qui, et notamment parce qu'il y a ces enjeux de responsabilité, se parlent, mais aussi grâce à tout le travail que vous faites les uns et les autres, de l'IFM, au défi, à Paris Good Fashion, je pensais à la caserne, on va y revenir dans un instant, à Sphère, bien sûr, tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, les jeunes créateurs échangent davantage. Est-ce que c'est... Alors c'est vrai, mais je crois qu'il faut quand même saluer une chose, je crois que c'est Pascal qui l'a dit, ou Clarisse. On a la chance d'être en France et d'avoir un écosystème engagé, que ce soit au niveau des institutions, j'ai pensé au défi, j'ai pensé à Refashion, aux différentes fédérations, aux associations comme la nôtre, mais on n'est pas les seuls, à des entreprises, à des groupes comme Kering qui ont investi sur ce sujet-là. C'est exceptionnel. Il n'y a pas, à mon sens, d'équivalent dans le monde sur un tel écosystème engagé, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le développement durable, pour y arriver, pour développer des techniques, pour faire de la recherche, pour répondre aux enjeux du législateur, et n'est-ce pas Léonore, n'est-ce pas Clarisse, c'est quand même énorme, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, sans ce système-là français, on ne pourrait pas y arriver.
Par ailleurs, effectivement, donc il y a des premières générations qui ont engagé dans les entreprises, mais après, il y a effectivement tout le système, tout l'enjeu de la formation. Donc là, on a Sylvie et Xavier pour l'IFM, je sais qu'il y a Lisa avec Thomas et sans doute d'autres écoles ici, mais je te vois aussi Stéphanie pour Première Vision. Tous les acteurs s'engagent pour former, pour transmettre. Et là, je pense aussi à des étudiants qui sont juste derrière vous, qui ont fait partie du fameux cycle sur Degrowth qu'on a fait ensemble à l'IFM. Aujourd'hui, les jeunes générations et tous les étudiants, c'est plus de 1300 étudiants qui sortent de l'IFM chaque année, sont formés au développement durable. Et l'IFM, comme Paris Good Fashion, comme d'autres engagements, n'existerait pas s'il n'y a pas du financement derrière des entreprises, de l'État, etc. Il ne faut jamais l'oublier parce que ça nous donne une force et c'est un atout compétitif. Mais demain, les enjeux sont tels. Il ne faut pas oublier, on répète depuis 5 ans qu'on a 10 ans devant nous, donc il reste 5 ans, etc. C'est un système quand même. Donc il faut avancer. C'est très important d'avoir des engagements, mais toute innovation, toute recherche coûte cher. Donc, et si on veut convaincre le consommateur, si on veut avoir un changement massif avec beaucoup de consommateurs qui achètent et qui adhèrent à la mode durable, il faut qu'on puisse transformer des expérimentations en consommation durable massive. Kevin, tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet? Non. Non. Alors, j'ai une autre question pour toi. Quelle est la création peut-être dont tu es le plus fier par rapport au... Alors, tu es toujours dans les enjeux d'éco-responsabilité, mais que tu as pu créer grâce justement à tout cet écosystème, à toute cette communauté, à tout ce que tu as mis en place au fil des ans? Celle qui vient, je pense que c'est celle qui était la plus, pour rester poli, enquiquinante à faire. On a été mandaté par Vogue France pour créer une robe à partir d'ordures et de déchets que les gens qui lisent le magazine ont donné. Ce qui s'est trouvé, en fait, tout le monde a voulu jouer le jeu. On s'est retrouvé avec tout et n'importe quoi, vraiment. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, y a toujours l'étape de nettoyage, du tri, voilà, et tout. Mais en fait, si je fais un trou dans ces objets, ça devient une perle. Et en fait, c'était assez intéressant parce que ça faisait quand même un moment que je faisais de l'upcycling et je me suis dit, en fait, ouais, tout moi-même qui avait ces clichés, genre comment est-ce que je vais utiliser ce truc, au final, j'ai juste fait un trou et voilà, j'en ai fait des perles et je pense que c'est la robe qui a été la plus compliquée à faire. Je parle pas du Golden Voyageur des Jeux Olympiques parce que ça aurait été un choix cliché et que voilà, sinon on parle que des Jeux Olympiques. Mais l'idée, c'était aussi juste de vous dire que en tant que créatif, il n'y a rien de plus incroyable que d'être toujours challengé par les autres. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la force de Germanier et peut-être que les gens aiment bien travailler avec nous, c'est que chaque jour est différent. Et ouais, je sais pas, Jeanne, je te vois acquiescer, donc... Oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est ça qui est intéressant dans notre génération et qui nous rallie aussi peut-être, c'est qu'on arrive à un moment de la mode où tout a un peu été fait et on sait qu'on va pas... vous expliquer qu'on vient de découvrir le pantalon ou faire porter des costumes par des femmes. Mais il y a d'autres endroits où il y a encore des choses à découvrir ou à challenger ou à déconstruire. Et je pense que c'est ça qui nous fait vibrer. Et c'est ça... c'est là où on puise notre énergie, notre créativité. Et aucune journée se ressemble, ça c'est sûr, dans nos journées intenses. Mais je trouve que c'est ça qui est chouette et de se dire que effectivement reprendre les ordures et en faire des vêtements de luxe ou des vêtements créatifs, considérer la mode avec laquelle on a grandi et tous la regarder et se dire qu'il y avait quand même pas mal de choses problématiques et qu'il est peut-être temps de les changer sur faire des fils décors différents, voilà, sur pas mal de choses autour de la mode et à l'intérieur même de nos bureaux en fait, parce qu'on parle beaucoup de ce qui est visible. Parce que c'est visible, mais je pense que quand on parle d'éco-responsabilité, il faut aussi parler du cœur, de comment on travaille avec nos équipes, comment on travaille ensemble. Et pour moi, c'est là où ça devient logique et engageant. C'est que c'est pas juste le vêtement, c'est tout l'écosystème en entier, quoi.
Ta création dont tu es le plus fier, pareil, avec ces... C'est difficile, mais je pense que moi c'est les JO. Ouais. Je pense que c'est la cavalière parce que ça reprenait quelque chose qui était déjà dans la marque, parce qu'on avait déjà travaillé avec les ceintures, c'était devenu mon ADN, et puis on avait habillé Madonna et ça avait été une très belle victoire pour moi. Et c'était plus que le vêtement, c'était quand Daphné est venue me présenter le tableau, ce que ça représentait de ma vie en tant que femme créatrice aussi, et de ce que représente le symbole de Jeanne d'Arc pour moi. Donc c'était un vêtement hybride entre ce que j'avais fait et toutes les contraintes qu'imposait le fait d'être sur l'eau, le fait d'avoir une cavalière, le fait de pouvoir bouger. On ne savait pas qu'il allait pleuvoir, mais finalement... Finalement, il a plu et je pense que les cavalières étaient contentes d'avoir des armures de cuir. Voilà. Donc oui, ça a été beaucoup de défis techniques, beaucoup de rencontres et en même temps une poésie absolue d'un moment suspendu dans le temps. Ouais. Merci beaucoup. Je pense qu'on va rester là-dessus. Bravo. Bien sûr, ouais, j'allais proposer. Tu voulais dire un mot avant, Pascal, ou poser une question ou... Ah bah, je vais d'abord applaudir, question, et on réapplaudit après. Je pense qu'il le mérite. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, merci au fond. Merci. Bonjour, merci pour tous ces échanges. Alors juste pour contexte dans ma question, je m'appelle Rémi, je suis logisticien pour le secteur du luxe et de la mode, donc très confronté à tous les enjeux sur notamment le packaging, tous les déchets annexes aux produits, mais aussi je fais partie de cette communauté, de cet écosystème auquel on appartient tous ici, également ancien étudiant de l'IFM. J'ai participé au certificat Sustainability avec Andréane, on est allé au Ghana, etc. Donc très intéressé par ces enjeux. Et ce qui est formidable dans tout ce qu'on a dit, c'est qu'il manque un élément, en tout cas je pense, de l'équation, et qu'on n'évoque pas, et je ne sais pas comment on va réussir à l'évoquer, qui concerne les quantités que l'on produit. C'est-à-dire qu'on parle de l'innovation sur comment améliorer le produit, mais les quantités qui touchent à la fois vous les marques pour votre croissance, mais aussi nous, typiquement tous les logisticiens, parce que plus vous produisez, plus on vous facture, mais également tous les fournisseurs qui ont besoin de ces quantités pour assurer les recrutements, etc. Donc voilà, c'était ma question. Merci. Alors, okay. Non, alors sur la question des volumes, donc on sait bien que notre industrie a été fondée et fonctionne encore en grande partie sur plus de volumes, plus de ventes, plus de mise en vente, etc., plus de références. Aujourd'hui, effectivement, on est arrivé à non seulement une surconsommation, mais qui est liée aussi à une surproduction, et que le modèle est en train de ne plus fonctionner à la fois économiquement, on le voit dans les chiffres, et les marchés saturent, et avec une multiplication de l'offre qui n'est pas forcément de bonne qualité, donc il y a un vrai problème de fond. Mais au-delà, se pose la question de trop de production, trop de déchets, qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets, etc. Et le modèle environnemental ne fonctionne pas. Il y a 2 ans et demi de cela, on a fait une première étude qui était un état des lieux de où en étaient les sociétés, les entreprises de la mode française en matière de développement durable, où à ce moment-là, on avait bien pu constater qu'il y avait un véritable engagement, que tout le monde se mettait sur le carbone, etc., mais qu'à décarboner, enfin en tout cas évaluer déjà le bilan carbone, mais à mesurer le bilan carbone, mais la question du volume ne se posait pas il y a 2 ans et demi. Et c'est Sylvie qui, en réunion de Paris Good Fashion, a dit « Mais attendez, c'est pas possible. Si on n'attaque pas cette question, ça ne va pas aller. » 6 mois après, nous avons fait une table ronde au sein de l'IFM avec Pascal, Philippe Aguillon, Timothée Paric, etc. On a pu commencer à poser ce sujet-là en réunion publique. Derrière des entreprises. Alors, je n'ai jamais eu autant de demandes pour obtenir le numéro de téléphone de Timothée Paric. Donc, Timothée Paric est l'économiste de la décroissance. Je ne suis pas convaincue qu'il y ait une entreprise qui m'ait demandé le téléphone de Timothée Paric, qu'il ait adopté, mais c'est rentré, en fait, en tout cas, et je pense que ça a été intégré dans les mentalités.
Derrière, il y a eu d'autres choses qui se sont mises en place, etc. La crise est arrivée, donc de facto, vous avez une baisse aussi de production parce qu'il y a une baisse de consommation. Mais il faut continuer. Il faut continuer par de la réduction, etc. Ça commence à rentrer, mais comment on change le business model ? Comment on développe des entreprises qui soient fiables, avec des employés que l'on puisse conserver, etc., sur de nouveaux modèles. Et l'un des modèles qui se développe aujourd'hui, effectivement, c'est autour du service, ne plus simplement vendre des vêtements, mais vendre des vêtements avec du service, donc tout un univers. Et puis, il y a des nouveaux business models, type la location, on en parlait hier, etc. Donc voilà, mais Clarisse, je crois que tu as... Oui, en fait, je voudrais réagir là-dessus parce que c'est là où je trouve qu'on se flagelle un peu, si je puis me permettre. Et on va rappeler que Shein, c'est 500 000 références disponibles chaque jour sur leur site. C'est 900 fois plus que la plus grosse enseigne française. Donc c'est là où je trouve qu'on est un peu trop naïf et on tombe dans le piège qui nous est tendu. Alors moi, à titre personnel, je trouve qu'il faudrait considérer que les Shein, les Temu, c'est de la concurrence déloyale. Et que donc, il faudrait le traiter comme tel. Parce que sinon, j'allais dire, c'est les autres marques qui vont disparaître. Parce qu'on voudra bien faire. Et eux, ils vont continuer, j'allais dire, à inonder, à ne pas créer de valeur, j'allais dire, dans les pays où ils vendent, puisqu'il n'y a pas de boutique. Ils copient grâce à l'intelligence artificielle. Ils ne créent pas de valeur dans leur système de production. Et c'est là, si je puis me permettre, oui, il faut développer les services, j'allais dire, pour les marques, mais il faudrait avoir une action beaucoup plus offensive auprès des pouvoirs publics, auprès de l'Europe, pour dire clairement, il y a un moment où on ne peut plus accepter que des systèmes, pas à cause, grâce, j'allais dire, aux outils technologiques, puissent comme ça tout détruire, tout balayer, sans respect aucun, et que là, ça devrait rentrer dans un nouveau concept de concurrence déloyale. Voilà. Merci. Est-ce que tu veux rajouter un mot ? Ce qui est exact, et encore une fois, ça rejoint ce que je disais sur l'importance de travailler tous ensemble au niveau des différentes fédérations, au niveau des différentes institutions. Et je crois que la communauté européenne s'empare aujourd'hui du sujet, notamment sur les barrières douanières, pour limiter du Shein et du Temu. Mais ce n'est pas suffisant. Donc de toute façon, le travail juridique, mais c'est un travail qui n'est absolument pas sexy, mais il est indispensable. Annika, sur cette question piège, est-ce que tu veux répondre ? Est-ce qu'elle se pose au sein de Balenciaga et de Kering ? Dans l'approche développement durable, évidemment, on regarde la qualité de matière, mais on regarde aussi les volumes de production, bien évidemment. On essaie d'être de plus en plus juste. Donc ça fait partie. Après, je suis alignée. On n'est pas Shein, on est une marque de luxe et nos produits sont faits pour durer. Donc en fait, on produit moins, bien moins. Mais évidemment, c'est pas pour ça qu'on ne s'y intéresse pas. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question ? Oui. Merci beaucoup pour cette conférence, c'était intéressant. J'ai justement une question pour vous, Annika, même deux questions. La première, c'est sur notre thème. Vous avez parlé justement de l'importance du sourcing des matières pour créer des pièces éco-responsables et des créations de Balenciaga sur le cuir de mycélium, le banana tex. Mais comment vous travaillez sur le passage à l'échelle, qui est un peu le sujet dont on parle, de ces créations qui ne sont pas aujourd'hui représentatives de l'ensemble des collections? Ça, c'est ma première question. Et après, ma deuxième question, c'est parce que vous avez parlé de l'intérêt d'appartenir au groupe Kering qui a avancé sur l'ensemble de ces questions. En même temps, si je prends l'exemple d'une autre maison du groupe comme Yves Saint Laurent, ils avaient choqué l'opinion publique lors du défilé dans le désert d'Agafay pour une débauche des moyens, là où Kering avait affiché que Yves Saint Laurent avait quand même atteint une neutralité carbone lors de ce show. Donc là, ma question pour vous, c'est plutôt comment ces exemples-là vous aident à avancer sur la lutte contre le greenwashing, qui est un autre sujet dont on n'a pas forcément évoqué, mais qui est de plus en plus réglementé aujourd'hui. Alors, je commence par la première. Donc, sur les exemples innovants dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les sujets où on prend rarement la parole, mais bon, là, on parle un petit peu. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on fait tout un travail aussi un travail du fond dans l'analyse en fait de notre empreinte environnementale
Et dans ces analyses-là, donc c'est assez mathématique, on regarde, on mesure l'alignement au standard Kering et on voit en fait où sont les opportunités d'encore améliorer. Et c'est là où on voit aujourd'hui les volumes et l'échelle. Donc on fait un travail de fond sur le coton, on fait un travail de fond sur la laine. Et la vraie impact, en fait, elle est là aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant on ne doit pas s'intéresser aux nouvelles matières. Voilà, donc il faut s'intéresser à ces matières-là. Mais même aujourd'hui, ça pèse pas grand-chose dans mon calcul global. Mais c'est ces matières-là, en travaillant avec ces startups-là et tout ça, ils vont avoir de la visibilité, des investissements, et vont pouvoir se développer. Et ce sera mes solutions de demain. Donc on va... voilà. Pour Saint-Laurent, c'est Saint-Laurent. Je suis balancée à gare, mais c'est vrai qu'il faut essayer. C'est pas toujours facile. C'est essayer d'être cohérent dans ce qu'on fait. Donc je suis pas trop... Sur l'exemple de Saint-Laurent, en fait, je crois que la marque a essayé de faire le maximum et il y a eu un raté de communication. Et en fait, c'est l'essentiel. C'est pour beaucoup, le travail du développement durable et de la communication doit être extrêmement maîtrisé. Et là, typiquement, ça a été une bourde qui a été ensuite rattrapée, etc. Mais cet exemple-là montre la sensibilité et la difficulté du sujet. Merci beaucoup. On a le temps pour une dernière question, Monsieur Pascal. Bon, alors la dernière question sera celle de Pascal, la dernière intervention. D'abord, vous voyez bien il y a du design sonore, on entend un peu. Avant, il y avait un gong. Ça, c'est parce que vous ne connaissez pas la raison, c'est parce qu'il y a un moine bouddhiste qui s'est installé à côté. Voilà. Écoutez, je voudrais dire juste 2-3 choses. C'est absolument passionnant. Bon, il y a une chose, je ne peux pas résister au fait de souligner les liens d'articulation dans le développement durable entre la mobilité et la mode, y compris sémantique, parce que quand on parle d'un côté de déplacement à vélo et de l'autre d'upcycling, on voit bien qu'il y a une forme de lien. Merci. Non, je voudrais juste... Voilà, merci, allez-y, merci. Voilà, juste rappeler, pour rebondir sur ce que disait Clarisse, sur la problématique des volumes, je rappelle que 2 choses. Un, qu'il y a à peu près 130 milliards de pièces, n'est-ce pas, par an, qui sont produites et consommées dans le monde. Et quand on parle des designers et de l'exemplarité des marques de designers et des marques de luxe, c'est clair. Des enjeux d'exemplarité, je veux dire. Il faut, si on part du principe tout simplement que de manière étendue, on aboutit à 10% du marché mondial, et si on regarde les rapports de prix, on voit bien que ça représente moins d'1 millième de la production totale. Donc les enjeux de volume, c'est pas pour déculpabiliser, se dire ouais, nous c'est cool, on est tranquille, nous c'est savoir-faire, création, luxe, etc. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Et puis après, c'est un autre débat dans ce qu'on voit dans l'exemple qui a été cité. Vous savez, il y a comme dit Isabelle et son biais particulier, tout est extrêmement sensible dans ce sujet. Et il y a ce qu'on voit et ce qu'on perçoit. Et il y a des cas assez classiques de biais cognitifs, indépendamment de la communication, donc ce qu'on perçoit comme étant signifiant, comme ayant un impact, et de l'impact réel relatif. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux d'ordre de grandeur, et tout ceci, ça milite pour être de plus en plus rigoureux dans tout ça, pour être aussi combatif, et pour expliquer vraiment les choses et les enjeux d'ordre de grandeur. Parce qu'un impact, c'est un volume multiplié par une valeur moyenne. Après, il y a des problèmes d'écart type, qui est un autre sujet que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Moi, je crois que c'était absolument passionnant parce qu'on est au cœur de la création, au cœur du sujet. Donc, merci à vous tous. Merci. On va les applaudir encore.